T. Et donc, on voit les tumeurs superficielles, c'est les tumeurs T1, ça envahit juste la muqueuse ou la sous-muqueuse. Quand c'est T1A, c'est que la muqueuse, on peut faire la résection par voie endoscopique. Quand c'est T1B, à partir de là, il y a un très gros risque qu'il y ait des métastases ganglionnaires. À ce moment-là, T1B, c'est 30% de métastases ganglionnaires. On est obligé de faire une œsophagectomie chirurgicale avec le curage ganglionnaire. On ne peut pas faire la résection par voie endoscopique. Et puis, le stade T4, c'est quand ça envahit un organe de voisinage. Et là aussi, c'est intéressant parce que une subdivision en T4A et B. Le A, c'est quand ça envahit un organe de voisinage qu'on peut enlever, la plèvre, le péricarde, on peut les enlever. Le T4B, c'est quand ça envahit un organe qu'on ne peut pas enlever, la aorte, la trachée ou la vertèbre. Ensuite, selon le nombre de ganglions envahis, on a le N qui est progressivement croissant. Plus il y a de ganglions envahis, moins c'est bon, c'est sûr. Et puis les métastases en distance et tout ça. On arrive à classer comme ça la tumeur en différents stades. En sachant que les ganglions qui sont très loin de la tumeur, par exemple susclaviculaire ou le long de l'aorte, c'est considéré comme des métastases viscérales. Le malade, il n'est pas guérissable. C'est comme s'il avait une métastase dans le foie ou dans le poumon. Ce n'est pas comme les ganglions autour de la tumeur qui sont des situations dans lesquelles on peut encore guérir le malade. Alors, une fois qu'on a fait le bilan, et on se demande ce qu'on fait avec le malade. Et ça, c'est les recommandations de l'ESMO. L'ESMO, c'est l'European Society of Medical Oncology, c'est la Société européenne d'oncologie. Et vous voyez, donc, on fait tout le screening du malade, hein, le scanner, tout ce qu'on veut. Et avec ça, on se dit, au bout de ça, on sait que soit la tumeur est superficielle, elle n'est pas très grosse, il n'y a pas de ganglion envahi, on opère directement le malade. Et je vous expliquerai comment ça se passe après. Soit la tumeur, elle est plus grosse, T3, T4, où il y a des ganglions autour, et là, il faut faire un traitement avant d'opérer le malade. Et là, il y a deux situations différentes selon le type histologique. Soit le malade, il a un cancer épidermoïde, et on sait que les cancers épidermoïdes, la radiothérapie, ça marche très bien. Donc, dans ce cas-là, le malade, on lui fait de la radiochimiothérapie. Donc, ça dure 5 semaines, c'est 45 degrés, il y a de la chimiothérapie, des rayons. Et puis, après ce traitement, un mois après, on refait une évaluation et on regarde s'il reste de la tumeur ou pas. En général, quelle que soit cette réévaluation, si le patient il est opérable, on l'opère pour enlever l'œsophage, même si on a l'impression qu'il n'y a plus rien, parce qu'on est incapable de savoir s'il ne reste pas un reliquat tumoral en place. Mais si, parce que des fois, ça fait beaucoup fondre la tumeur, la radiochimiothérapie. Mais si le malade il est très fragile et on ne peut pas l'opérer, eh bien, la radiochimiothérapie, parfois, ça peut le guérir. Hein, dans 20 ou 30% des cas, tout disparaît et le malade il est guéri par la radiochimiothérapie. Donc, la radiochimiothérapie, soit on l'utilise pour faire réduire la tumeur et opérer les malades quand ils sont opérables, mais s'ils ne sont pas opérables, ça peut être un traitement curatif exclusif. Ça, c'est pour l'épidermoïde. Pour l'adénocarcinome, qui est la tumeur maintenant la plus fréquente, on a le choix entre les deux. Soit on fait de la radiochimiothérapie, comme pour tout à l'heure, soit on fait de la chimiothérapie périopératoire, comme pour les cancers de l'estomac. On ne fait pas de rayons, parce que les rayons, ça marche moins bien pour l'adénocarcinome. Et en fait, le choix entre soit de la radiochimiothérapie, soit de la chimiothérapie, il se fait selon la taille de la tumeur. Si la tumeur, l'adénocarcinome, il est très gros, on va faire des rayons pour essayer de le faire fondre au maximum. Mais s'il n'est pas très gros, on ne va pas faire de rayons parce qu'on n'a pas montré que la radiothérapie, ça a amélioré la survie des malades par rapport à que de la chimiothérapie. OK? Donc ça, c'est les grandes lignes, quoi. Et donc tout ça, ça vient d'essais randomisés, là. Ça, c'est un essai qui date de 2012 et qui a bien montré que de faire de la chimio et de la radiothérapie avant d'opérer les gens, eh bien, ça a amélioré la survie par rapport à la situation quand on les opère sans faire de traitement. D'accord? La nouveauté qui est apparue il n'y a pas longtemps, c'est que c'est l'immunothérapie. On sait maintenant qu'on peut donner des médicaments qui boostent le système immunitaire, parce que le système immunitaire, c'est la meilleure défense contre les cancers. Et donc, l'immunothérapie, ça commence à rentrer dans l'arsenal thérapeutique pour les cancers. Et pour le cancer de l'œsophage, il y a un essai clinique là, récent qui s'appelle le CheckMate, là, qui est sorti en 2021, qui montre que quand on fait de la radiochimiothérapie, on opère le malade. Ben après, si on fait de l'immunothérapie, on a encore une meilleure survie que si on ne fait rien après l'opération. OK? Il ne faut pas apprendre tout ça par cœur, hein, c'est juste pour essayer de comprendre le truc. Donc, en fait, maintenant, le standard, un peu, c'est pour les cancers épidermoïdes et aussi les gros adénocarcinomes,
qu'on veut faire bien fondre avec les rayons, c'est radiochimiothérapie, chirurgie et immunothérapie après. Okay. Et pour la chimiothérapie toute seule, là, c'est un autre essai qui a montré que pour les adénocarcinomes, on peut faire que de la chimiothérapie sans les rayons. Et là, c'est un premier essai qui a montré que c'était mieux de faire de la chimiothérapie autour de l'opération que de la chirurgie toute seule. Et maintenant, on sait que le meilleur protocole de chimiothérapie, ça s'appelle le FLOT. C'est 3 produits, c'est hyper costaud, hein, mais ça marche très bien. Donc, on fait 4 cures de... Je passe un peu vite comme ça. Hein. On fait 4 cures de chimiothérapie avant d'opérer le malade. On l'opère et après, on lui refait 4 cures de chimiothérapie. Et c'est ce qui donne les meilleures survies pour l'adénocarcinome pour l'instant. OK? Et il y a un essai en cours qui cherche à voir si l'immunothérapie après cette chimiothérapie, ça n'a pas aussi un intérêt. Donc ça, on ne sait pas encore, mais ça va peut-être changer. OK, bon, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur les traitements autour de l'opération. Toujours est-il que maintenant, encore une fois, il y a de très fortes chimiothérapies et bientôt l'immunothérapie qui améliore très nettement la survie de ces malades. Ce n'est pas que la chirurgie. Il ne faut pas compter que sur la chirurgie parce qu'encore une fois, le cancer de l'œsophage, c'est rarement une maladie localisée. Très vite, ça part dans les ganglions, ça part partout. C'est pour ça que c'est une maladie catastrophique. OK. Donc ça, c'était l'opérabilité. Qu'est-ce qu'on fait au malade avant de l'opérer? Alors, avant de l'opérer, on regarde aussi s'il est opérable. Et vous avez sur cette diapositive toutes les contre-indications. Il faut d'abord regarder en bas la diapositive. Et vous voyez que le malade qui a une insuffisance respiratoire parce qu'il a beaucoup fumé, par exemple, ou qui a une cirrhose décompensée avec de l'acide, ou qu'il a une insuffisance rénale chronique, ou qu'il a une insuffisance cardiaque, ou un infarctus du myocarde récent et qu'il n'a pas de stent, tous ces malades-là, il ne faut pas les opérer. C'est interdit, sinon on va les tuer, quoi. Donc, il y a des contre-indications absolues. Encore une fois, la cirrhose décompensée, on ne l'opérera jamais le malade. L'insuffisance respiratoire non plus. Après, il y a des contre-indications qu'on peut corriger. Par exemple, l'insuffisance coronarienne, on peut mettre des stents et puis finir par opérer le malade. Il y a une autre grosse contre-indication, c'est l'amaigrissement très important. Si le malade il a perdu plus de 20% de son poids, on a toutes les chances là aussi de le tuer si on l'opère comme ça. Donc, il faut le faire grossir. Mais ça tombe bien parce que souvent, ces malades qui ont beaucoup maigri, ils ont des grosses tumeurs et on leur fait le traitement avant l'opération qui dure 5 semaines. Des fois, puis après, il faut attendre 5 semaines. En tout, on a 2-3 mois pour le retaper, le malade avant de l'opérer. Donc, on essaye de le renourrir et parfois, on est amené à mettre une sonde dans l'estomac, une jéjunostomie, pour le renourrir. Puis ça, c'est des contre-indications relatives. L'âge élevé, ce n'est pas une vraie contre-indication. Il y a des gens qu'on a opérés qui avaient 85 ans de l'œsophage. Ça s'est très bien passé parce qu'ils n'avaient pas de comorbidité, ils étaient solides, alors qu'il y en a d'autres qui avaient 56 ans, qui buvaient beaucoup, beaucoup de tabac, et chez lesquels ça se passe très mal. Donc l'âge, ce n'est pas une grosse contre-indication. En tout cas, il y a une grosse évaluation à faire par l'anesthésiste avant d'opérer les malades. Et finalement, au terme de ce bilan-là, on va se demander quel malade il ne faut pas opérer. Ça va être la majorité des malades. C'est 70% des malades qui ont un diagnostic de cancer de l'œsophage qu'on ne va pas opérer. Donc, on ne va pas opérer ceux qui ont des métastases viscérales, dans le foie, dans le poumon, etc., ou des gros ganglions le long de l'aorte ou le ganglion de Troisier, ça c'est trop tard. Et on ne va pas opérer les gens qui ont un cancer associé qui n'est pas curable. On ne va pas opérer les gens qui ont des contre-indications absolues à l'opération. Et on ne va pas opérer les gens chez lesquels la balance bénéfice-risque est inférieure à 1. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont des grosses tumeurs. On leur fait un traitement préopératoire qui ne marche pas très bien. La tumeur, elle ne réduit pas beaucoup. Et en plus, ils sont pas tellement opérables, ils sont fragiles. Donc, ces malades-là, on est sûr que ça va mal se passer, qu'ils ne vont pas avoir un gros bénéfice de la chirurgie. Et ceux-là, on ne les opère pas non plus. Et puis, encore une fois, il y a des malades qui répondent complètement à la radiochimiothérapie, les épidermoïdes, et on peut se poser la question de les opérer ou pas. Mais encore une fois, à l'heure actuelle, s'ils sont opérables, on les opère parce qu'on n'a aucun moyen de savoir, avant d'avoir enlevé l'œsophage, d'avoir analysé l'œsophage, s'il reste de la tumeur ou pas. OK. Alors, j'avance un petit peu. On va parler de chirurgie maintenant. Ça va, il y a beaucoup de chirurgiens parmi vous? Tout le monde est chirurgien. Bon, alors la chirurgie, c'est de la chirurgie carcinologique. On va enlever la tumeur, mais pas que la tumeur. Il faut passer au large de la tumeur. Par exemple, il faut passer 6 cm au-dessus. Et puis, il faut passer au moins 5 cm vers l'estomac, sur l'estomac,
pour être sûr de tout enlever, parce qu'il y a des cellules tumorales qui se baladent le long de l'œsophage, et il faut enlever tous les ganglions autour. Donc, je vais vous dire comment ça se passe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour bien opérer le malade, il faut suivre des règles. Le but de la chirurgie, en fait, c'est d'améliorer la survie du malade. Et pour ça, il faut bien l'opérer. Et pour bien l'opérer, il faut suivre des règles carcinologiques. Ça veut dire qu'il faut bien passer au large, enlever tous les ganglions. Mais il faut aussi suivre des règles techniques pour limiter au maximum les complications post-opératoires. Parce que quand on a des complications post-opératoires, et c'est bien montré dans cette étude, plus on a de complications post-opératoires, plus on a de risques d'avoir une récidive de la tumeur avec le temps. Par exemple, dans cette étude, on voit que si on a une fistule de la couture qu'on va faire entre l'œsophage et l'estomac, eh ben, il y a plus de risques d'avoir une récidive de la tumeur dans le médiastin. Si on a une infection pulmonaire, on a plus de risques d'avoir des métastases après. C'est comme si les complications, elles focalisaient la défense immunitaire sur le traitement de la complication et pas sur le contrôle de la maladie tumorale finalement. Donc, c'est très important de limiter les complications post-opératoires parce que ça influence directement la survie à long terme liée au cancer. Okay, tout ça, c'est lié, quoi. Okay. Alors, la première chose qui est nouveau, ce qui est nouveau là, dans la prise en charge de ces malades qui ont des cancers de l'œsophage, c'est des grosses chirurgies, c'est des malades fatigués. Il va falloir, avant de les opérer, les remettre sur pied, les malades. Leur faire du sport. C'est comme si un petit peu on leur demandait de courir un marathon quand on va les opérer. Et quand on court un marathon, on s'entraîne 6 mois avant. Quoi. On court des petits marathons, on mange bien, etc. Là, c'est exactement pareil. Donc, de plus en plus, c'est ce qu'on fait nous. On fait une préhabilitation, et ça, on peut le faire n'importe où. Hein. C'est-à-dire que les gens, on les montre à une nutritionniste qui les fait manger. Et puis, avec le traitement qu'on leur fait, en général, la chimiothérapie, ils recommencent à bien manger parce que ça fait fondre la tumeur. Et surtout, on leur fait faire du sport. Donc, on les envoie dans des endroits où ils font du sport pour leur augmenter leur réserve fonctionnelle et on les montre à un psychologue aussi parce que très souvent, ils sont déprimés, ils dorment mal, etc. Et tout ça fait qu'ils sont actifs dans leur prise en charge. D'abord, ça augmente leur réserve fonctionnelle et en plus, ils deviennent actifs acteurs de leur prise en charge. Et psychologiquement, ça fait beaucoup d'effets. C'est très bon pour eux, ça. Alors, c'est dommage parce que j'avais dû mettre une diapo, mais bon, c'est pas grave. En fait, et le but de ça, c'est d'augmenter les réserves fonctionnelles pour que la chute de leur réserve fonctionnelle, qui est inéluctable après l'opération, elle soit le moins prononcée possible pour qu'ils récupèrent le plus vite possible et qu'ils soient capables après d'avoir le traitement post-opératoire. Très souvent, qui a très souvent lieu, notamment quand c'est les adénocarcinomes. Alors, la chirurgie, elle va être différente selon la localisation de la tumeur. Là, vous avez un malade qui a une tumeur du bas œsophage, moyen œsophage. Et donc, pour bien traiter ce malade, il va falloir couper l'œsophage dans le thorax, au niveau de la carène à peu près, de la crosse de la veine azygos. Donc, on va couper l'œsophage dans le thorax. On va couper cette partie supérieure de l'estomac. Donc, on fait une œsogastrectomie polaire supérieure. Et ensuite, on va prendre cette partie d'estomac et on va la coudre à l'œsophage ici. Et ça se fait par la voie d'abord abdominale, et je vais vous expliquer comment après, et par la voie d'abord thoracique. Ça s'appelle une œsophagectomie deux voies. Il y a deux voies d'abord, par opposition à ce que je vais vous montrer après. Donc, c'est ce qu'on fait le plus souvent, c'est l'opération de Lewis-Santi. Œsogastrectomie polaire supérieure par voie d'abord abdominale et thoracique. C'est pour les cancers du tiers inférieur de l'œsophage, c'est les plus fréquents, c'est les adénocarcinomes. Mais quand le cancer il est plus haut situé, notamment les épidermoïdes, quand ils sont situés au-dessus de la carène, à moins de 25 cm des arcades dentaires, hein, c'est la limite de la localisation endoscopique, à ce moment-là, il faut couper l'œsophage pour avoir une marge suffisante vers le haut, il faut le couper dans le cou. Et donc, pour faire cette opération, là, c'est pareil, on enlève cette partie d'estomac, on enlève beaucoup plus d'œsophage, du coup, on prend l'estomac qui est là, on le coud au niveau de l'œsophage cervical là-haut. Et pour faire ça, il faut ouvrir l'abdomen, le thorax et le cou. C'est une œsophagectomie de 3 voies. OK, mais c'est une opération qu'on fait moins souvent que la précédente. D'accord? Ça s'appelle McKeown, œsophagectomie 3 voies. OK, le curage ganglionnaire, on sait qu'il faut enlever au moins 23 ganglions. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on enlève tous les ganglions qui sont autour de l'œsophage dans le médiastin, ici en général, et on enlève les ganglions qui sont le long de la petite courbure gastrique, et ça tombe bien parce qu'on enlève cette partie de l'estomac et tous les ganglions qui sont là, qui sont des relais des cancers de l'œsophage.
OK, on laisse tomber. Alors, pour faire cette opération, il y a plusieurs possibilités. Et on sait maintenant, grâce à de la recherche clinique qui a été faite, là, beaucoup en Europe, qu'il y a beaucoup, on a bien intérêt à le faire par voie mini-invasive. Ça veut dire de ne pas ouvrir le ventre en grand, de ne pas ouvrir le thorax en grand, parce qu'il a été montré que quand on faisait ça, il y avait moins de complications post-opératoires. Donc le malade, il est plus vite sur pied et probablement à terme, je vais vous montrer, la survie liée au cancer est meilleure aussi, probablement. Donc ça, c'est les développements actuels, hein. Je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire tout le temps, mais ça peut vous intéresser. C'est l'avenir un petit peu. Je vais vous montrer un petit film de œsophagectomie par robot, si vous voulez. Donc, il y a différentes façons de faire par voie mini-invasive. Il y a la façon fait tout le monde en France, c'est la voie hybride. Ça veut dire qu'on fait le temps de l'abdomen par célioscopie, des petits trous, ça tout le monde sait bien le faire, c'est facile, hein. On a appris, ce n'est pas très compliqué finalement. Par contre, le thorax, le temps dans le thorax pour enlever l'œsophage et faire la couture dans le thorax, on ouvre le thorax comme ça, parce que là, c'est compliqué de le faire par voie mini-invasive. Ça, c'est la voie hybride. Et donc, la voie hybride, il y a un essai randomisé qui a été fait qui a montré que quand on fait ça, ça veut dire des petits trous au niveau du ventre, on ouvre le thorax. Et quand on compare ça à j'ouvre le ventre et j'ouvre le thorax, et ben on se rend compte que grâce à la célioscopie, là, comme ça, il y avait beaucoup moins de complications respiratoires. Parce que le ventre, c'est important pour respirer en post-opératoire. Si on ouvre le ventre, ça compromet la mécanique respiratoire. Et donc, on voit ici que les complications majeures pulmonaires, eh bien, c'est 30% sur la voie classique, hein, j'ouvre le ventre, j'ouvre le thorax, et c'est que 18% quand on fait que des petits trous dans le ventre. Et probablement qu'à terme, ça a un effet sur la survie. Ça, c'est les survies à 3 ans des deux groupes. Ça, c'est les malades qui ont été opérés par la voie classique, on ouvre le ventre et le thorax. Ça, on fait des petits trous dans le ventre, on ouvre le thorax, et on voit que ce n'est pas significatif, mais il y a une tendance à une meilleure survie quand on fait que des petits trous. Et on peut comprendre ça par le fait qu'il y a moins de complications respiratoires. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on a des complications respiratoires, on a plus de récidives métastatiques de la tumeur après. Donc, ça peut avoir ça comme intérêt, en plus de ça fait moins mal, les gens repartent plus vite au travail. Là, le Macron, il est content et tout ça. Tout le monde est content quand les gens repartent plus vite au travail. Mais enfin, en général, c'est moins traumatisant quand on fait des petits trous. Alors, il y a des gens qui ont poussé un peu plus loin le truc. Et c'est les Hollandais, ça, ils disent, mais on va tout faire par des petits trous, le ventre et le thorax. Et quand on fait le temps thoracique aussi par des petits trous, on se rend compte que là, on diminue encore plus les complications respiratoires. Donc, c'est très bien. Le seul problème, c'est que quand on fait l'anastomose, la couture dans le thorax par voie célioscopique avec des petits trous, c'est hyper dangereux. Il y a beaucoup de fistules. C'est très compliqué de faire par célioscopie classique l'anastomose dans le thorax. Et on en vient au développement du robot chirurgical. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire de la machine. Le robot, en gros, c'est un ordinateur au milieu. Et d'un côté, il y a une console comme ça. C'est pour que vous sachiez que ça existe, avec le chirurgien qui est là, hein, qui manie des instruments. Et d'un autre côté, il y a des bras auxquels on connecte les instruments et on peut faire l'opération comme ça grâce au robot. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, l'intérêt du robot par rapport à la célioscopie, c'est d'abord que le malade, le médecin, il est immergé dans le malade. Il a une vision en 3 dimensions comme ça. C'est comme s'il rentrait dans le malade, mais en opérant le malade par des petits trous. D'autre part, les instruments, au bout, ils ont une articulation qui est semblable à la main humaine. Ça tourne dans tous les sens. Je vais vous montrer un petit film. Et enfin, le chirurgien, il est super bien installé comme ça. Il n'est même pas habillé en stérile. Tout ça, c'est à distance, hein, la même pièce, mais il peut aller faire ce qu'il veut, se gratter le nez. Il est beaucoup plus confortable. Et surtout, il n'a pas des positions très compliquées comme on a souvent en célioscopie. Alors, on va voir si ça marche. Ah oui, ça marche. C'est pas très long le film, mais voilà, je voulais juste vous montrer un petit peu c'est quoi la chirurgie de l'œsophage avec la chirurgie robotique. Donc, vous voyez, le chirurgien, en fait, il a 2 mains droites. Il peut alternativement utiliser cet instrument-là ou l'instrument qui est là pour bien s'exposer. Et il a une main gauche ici, et c'est lui qui contrôle la caméra. Donc, on voit très, très bien. Et là, on est au niveau des vaisseaux qui vont à l'estomac. On est en train de faire le curage ganglionnaire, là. On voit très bien, et surtout, ces instruments, ils s'articulent un petit peu comme la main, quoi. Là, c'est le hiatus ici, avec l'œsophage qui monte. On est derrière le hiatus, on va arriver derrière l'estomac.
comme ça. On soulève l'estomac. On libère complètement l'estomac. C'est extrêmement facile avec le robot. Là, on a la rate qui est ici. Et on va aller vers l'œsophage de ce côté-là, ici. Là, on arrive, ça c'est l'aorte. On rentre dans le médiastin ici. Ça, c'est le pilier droit du diaphragme. Et on arrive à remonter comme ça assez loin dans le médiastin. Alors, je vais vous montrer. Ce n'est pas très long, c'est 5-6 minutes ce film, je crois. Et vous voyez l'instrument, comment il s'angule comme on veut, là. On peut vraiment en faire ce qu'on veut, quoi. Le seul problème qu'il y a avec le robot, c'est qu'on n'a pas de retour de force. On ne sent pas le contact avec les organes. Donc là, ça c'est l'estomac. On va faire la tubulisation de l'estomac. On va couper l'estomac en deux. Donc ça, on dissèque le point d'entrée de la pince. Et là, on a une pince avec des agrafages. Et on va comme ça agrafer l'estomac de bas en haut pour donner à l'estomac une forme de tube ici. Voilà, on a fini le temps abdominal. Ensuite, on retourne le malade. On va lui faire des petits trous ici, comme ça, au niveau du thorax. Donc, ce n'est pas une grosse incision. Et le malade, il est en proclive. Il est un petit peu penché vers l'avant. Donc là, on a le poumon qui est ici. Là, on a l'œsophage qui est derrière ici. Le cœur qui est ici, devant, là. Il est couché un peu sur le ventre. Ça, c'est la crosse de la veine azygos. Vous voyez les instruments, comme ils sont très maniables, là. On coupe la veine qui est ici. Là, on a la branche souche droite qui est ici. Et là, on va voir l'œsophage qui est là, qu'on va finir par enlever. Et on voit l'aorte derrière. Ça, c'est le canal thoracique. Le canal thoracique qui ramène toute la lymphe de l'abdomen vers le thorax. Il faut le clipper, sinon on a une lymphorie. Et on monte ensuite dans le thorax, l'estomac. Alors là, on continue à préparer l'œsophage. Ça, c'est la branche souche gauche. On coupe l'œsophage ici en haut du thorax. Et puis, on monte l'estomac comme ça. Et là, on injecte du verre d'indocyanine dans les veines du malade pour voir si l'estomac est bien vascularisé. Et voilà, l'estomac qui va remplacer l'œsophage, il est là. On ouvre l'œsophage en haut ici. Et ensuite, on va coudre avec ce robot. Là, on est très bien pour faire les coutures, ce qui n'est pas du tout le cas quand on fait la célioscopie. On arrive à coudre très bien l'œsophage avec l'estomac comme ça. On a enlevé la pièce opératoire qui contient. Et il y a des fils qui s'appellent des Velox, c'est des fils crantés. Hein, c'est-à-dire qu'on met le fil, il ne repart pas en arrière le fil. Il a un petit cran, ce qui fait qu'on n'est pas obligé de le tenir en permanence, le fil. Voilà, c'est bientôt fini. Là. Voilà, on tire sur le fil et il reste en place, le fil. Il ne bouge pas. Il n'y a plus qu'à couper le fil et boum, c'est bon. Crac. Et voilà, on a remplacé l'œsophage par l'estomac comme ça. Le malade, il se retrouve avec des petites cicatrices, on le fait un peu plus grosses ici pour enlever le truc. Bon, ça, je vais pas vous embêter avec ça, ce n'est pas la peine. Et donc ensuite, après l'opération, le malade, on lui donne des inhibiteurs de la pompe à protons systématiquement, parce qu'il y a une étude qui a bien montré que si on n'en donnait pas, on avait une fois sur deux un rétrécissement de la couture, de l'anastomose. Donc, il faut donner des antiacides. Et puis, ça évite d'avoir trop de sécrétions qui remontent vers le poumon. Et après l'opération, le malade, il va en réanimation où il est bien surveillé et il peut y avoir plusieurs types de complications. Les principales complications, c'est des complications respiratoires. C'est pour ça qu'après l'opération, il y a des kinés qui viennent s'occuper du malade. Le malade, on fait en sorte qu'il ne soit pas complètement allongé, sinon il risque de refluer le contenu gastrique dans les poumons. Et puis, on lui met des masques, un masque comme ça qui s'appelle de la VNI, qui lui pousse de l'air dans les poumons pour qu'il ait les alvéoles qui se distendent bien. Quoi. Donc, il y a un gros travail à faire de la part du malade. Et on a bien compris que plus le malade était costaud avant l'opération, mieux ça se passait après. Donc, c'est un ensemble tout ça. Et la préparation avant, la chirurgie mini-invasive avec les petits trous, c'est moins traumatisant. Et après, il y a beaucoup de gens qui s'occupent du malade pour le faire en sorte que ça se passe bien. Et sur le plan des complications chirurgicales, celui qui est le plus fréquent, c'est la fistule, hein, le lâchage de la suture. Et là, il y a deux types de situations. Soit il a le lendemain, parce qu'on met des petits drains à côté de l'anastomose, de la couture, soit il y a du liquide digestif le lendemain dans le drain, ça veut dire que la couture elle est mal faite, il faut réopérer le malade pour refaire la couture. Soit c'est un petit lâchage qui survient 7 ou 8 jours après. En général, c'est un tout petit trou. Et là, on y arrive en mettant des drains par voie endoscopique. On met des petits drains comme ça en queue de cochon, là, qu'on utilise aussi pour la chirurgie de l'obésité, où on peut mettre des prothèses pour boucher le trou.
Mais très rarement, ces fistules qui viennent tardivement, on a besoin de le réopérer. Et pour finir, ça c'est un article qui date quand même de 20 ans, mais c'est un petit peu ce qui se passait aux États-Unis il y a 20 ans et c'est ce qui a fini par se passer en Europe là. C'est trois périodes de temps différentes ici, depuis les années 70 jusqu'aux années 2000, et on voit que l'adénocarcinome est devenu de plus en plus fréquent, que le corollaire de ça, c'est que assez souvent, on a des tumeurs à un stade précoce parce qu'on surveille l'endobrachiosophage par des endoscopies, donc on détecte les cancers de manière plus fréquente, mais on a quand même des stades avancés. De plus en plus souvent, on fait un traitement préopératoire. Maintenant, c'est quasiment tous les malades. Et la mortalité, elle a beaucoup baissé parce parce que d'abord, on sélectionne mieux les malades qu'on va opérer sur le plan de l'opérabilité. On les prépare, on fait la chirurgie mini-invasive, on s'en occupe bien en post-opératoire. Tout ça, ça fait baisser la mortalité post-opératoire qui est maintenant inférieure à 5%. Et tout ça fait aussi qu'on a une meilleure survie à long terme parce qu'on a mieux sélectionné les malades, on a des meilleurs traitements qui entourent l'opération, et puis il y a moins de complications post-opératoires qui ont un impact direct sur la survie à long terme. Voilà les amis, là j'ai fini pour le cancer d'œsophage. Est-ce que vous voulez qu'on discute de ça maintenant ou on fait l'estomac? Ça va, c'était clair pour vous? Allô, allô? Oui, allô, le Ouais, professeur, ça dites-moi. va? Ça va, ça vous va comme Elle, ça? C'était clair? elle est très, très, très excellente. Allez. Bah, si vous voulez, on fait l'estomac, puis après on discute d'autres choses, hein. Vous voulez que je vous parle de On peut l'estomac? se changer maintenant? On se Je change, fais hein? je continue? Oui, on peut faire une série de questions et puis on continue. Ah, j'ai pas compris ce que vous voulez. Vous faire les questions maintenant, si vous voulez, sur l'œsophage. Après, c'est l'estomac. Oui, j'ai dit, on peut faire quelques questions et puis on continue. Ouais, c'est bien comme ça. Moi, je fais une pause pour parler. Allez, je vous écoute. Alors, si vous voulez vous Et parler, alors, je réactive, je vais réactiver le micro des intervenants, des participants. OK. S'il vous plaît, chers participants, ceux qui ont des questions peuvent soulever leur main à travers les émoticônes qui sont sur votre écran. Qui ont des questions, s'il vous plaît? Allez, vous me posez toutes les questions que vous voulez avec plaisir, hein. S'il vous plaît, soulevez votre main si vous avez une question, s'il vous plaît. Regardez sur votre bas écran et soulevez la main si vous avez une question en rapport avec la première présentation. Allô? Alors, moi, je vous écoute. Ok, il y a une question de la part de... Attendez, s'il vous plaît. Oui, Monsieur Hugues, vous avez la parole. Ok, merci pour la parole. J'aimerais savoir, lorsqu'on fait la résection d'une portion de l'œsophage, alors l'estomac, on relie directement ou bien on se sert, je ne sais pas, d'une pièce intermédiaire qu'on met à la place pour combler le vide lorsqu'on va faire, on va joindre l'estomac, donc faire une anastomose avec l'estomac avec l'œsophage. On prend l'estomac. En fait, vous m'entendez? En Oui, fait, professeur, vous avez la parole. ouais, en fait, on prend l'estomac. Donc, en fait, on remplace l'œsophage. On a enlevé par l'estomac. En fait, le résultat de ça, c'est qu'on fait disparaître l'estomac. Vous voyez, attends, je vais vous montrer le truc, là. Voilà. On fait l'estomac, et en fait, il disparaît pratiquement là. Et on connecte l'œsophage directement avec l'estomac. On ne met rien entre les deux parce que c'est comme ça que ça marche le mieux. Le plus simple, c'est de faire comme ça. Oui, justement, ma préoccupation était lorsque on fait une grande résection, c'est-à-dire que là, on façonne l'estomac de sorte que ça se relie, par exemple, jusqu'au niveau de la gorge, par exemple. Ouais. Pas... J'entends, ça coupe, ça coupe. Ouais. Je disais, lorsque la portion est très grande, même au niveau de la gorge, ça doit remonter jusqu'au niveau de la gorge, par exemple. Ouais, on peut y arriver avec l'estomac. L'estomac, ça peut monter jusqu'au pharynx là-haut. Ça peut Ok, monter, enlever tout l'œsophage et remplacer par l'estomac, ça peut monter très haut l'estomac.
Le fait Ok, de lui donner le fait de le couper comme ça l'allonge. oui. Ça l'allonge en plus. Ça veut dire que si on prend l'estomac entier comme ça, qu'on le tire, on n'arrivera pas à le monter très très haut. On va monter là, quoi. Si on lui donne une forme de tube, en le coupant successivement, comme ça, avec des agrafages, comme dans le film, à ce moment-là, il va monter très haut. Ok, d'accord, merci. Allez, de rien. Il y a une autre question de M. Eric Belanguet. Mais il vous faut ouvrir votre micro. Je ne vous entends pas, en fait. Je n'entends pas la question. J'entends rien. J'entends pas. Hein. Sinon, vous l'écrivez la question. Je peux écrire ma question. Ouais, vous pouvez l'écrire la question. C'est mieux d'écrire la question. Alors, vous avez des questions? J'entends pas ce que vous dites, moi. Oui, il y a quelqu'un qui a une question. Monsieur le Pape, vous avez une question? J'aimerais savoir à quelle dose les IPP post-opératoires. Ouais, on donne en général juste après l'opération, pendant la première, enfin le temps où il est en réanimation, c'est 80 mg. C'est des grosses doses. C'est pas tellement c'est pas que pour l'acidité, c'est pour aussi assécher l'estomac, pour qu'il y ait le minimum de sécrétion qui remonte dans les poumons, parce que c'est ça qui cause l'infection du poumon. Et après, les malades, ils sortent avec 40 mg pendant un mois et après, c'est 20 mg. Et normalement, c'est toute la vie. Parce que sinon, il y a des gens qui ont rapporté des endobrachioesophages à cause du reflux au-dessus de l'anastomose, au-dessus de l'anastomose œsogastrique. Donc, c'est 20 mg le soir toute la vie. 80 au début, les premières semaines, ensuite 40 pendant un mois et puis 20. Nous, on fait comme ça. D'accord. OK. Il y a une autre question. Alors, le schéma de la chimiothérapie. Donc, la chimiothérapie, encore une fois, je vais revenir dessus. En général, ce qu'on fait, c'est ça, c'est le FLOT. Donc, c'est un Taxol, le cisplatine et le 5FU. C'est une cure tous les 15 jours et il y a 4 cures avant l'opération. Donc, pendant 2 mois, le malade, il fait sa chimiothérapie. Donc, ça fait 2 mois, ça l'occupe pendant 2 mois parce que tous les 15 jours, il fait une chimiothérapie. Les doses, je ne connais pas, mais c'est dans tous les trucs, ça, c'est les gastro-entérologues, les oncologues qui font ça. Et ensuite, il attend un mois, le malade, on refait un scanner et puis là, on l'opère. Et après l'opération, on attend un mois qu'il se rétablisse bien et on lui refait pareil 4 cures de chimiothérapie. Tout ça, c'est très lourd à supporter. Ce qui fait qu'en fait, il y a un malade sur 2 seulement qui arrive à tout faire. Il n'y a que 50% des malades qui arrivent à faire les 4 cures de chimio, la chirurgie et les 4 cures de chimio. Il y en a la moitié, ils n'arrivent pas à tout faire, soit parce qu'ils ont eu des complications après l'opération, soit parce qu'ils sont trop affaiblis après l'opération. Donc, c'est ça le schéma. Ça, c'est la chimiothérapie. Périopératoire. L'immunothérapie, c'est nouveau, c'est dans le cadre d'un essai clinique. Et donc, ça se donne, en tout cas, dans l'autre essai. C'est pour 1 an, l'immunothérapie. On donne ça pendant 1 an. Et c'était pareil dans l'autre essai. Ça, c'est la chimiothérapie. Et donc, si on fait de l'immunothérapie, mais encore une fois, on ne sait pas très bien si ça sert à quelque chose, hein, mais c'est un essai en cours pour savoir si ça peut servir à quelque chose de faire de l'immunothérapie après la chimiothérapie périopératoire. Par contre, quand on fait la radiochimiothérapie, ça, c'est 45 degrés avec une chimiothérapie qui a lieu toutes les 2 semaines, je crois. Et ça dure 5 semaines, les rayons. Et après, on attend 6 ou 8 semaines sans rien faire au malade, le temps que ça agisse au maximum. On refait un scanner pour être sûr qu'il n'y a pas des métastases qui sont apparues, mais c'est exceptionnel. Hein.
Le plus souvent, ça a bien fondu. On opère le malade. Et après, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on ne lui faisait rien après. Mais après la radiochimiothérapie, on ne faisait rien, on surveillait le malade. Mais il y a cet essai, la Checkmate, qui était apparu, qui dit que chez ces malades chez lesquels on ne faisait rien après la radiochimiothérapie, c'est mieux de faire de l'immunothérapie. OK? Et là, c'est 1 an aussi, je crois. C'est pareil. Hein. C'est pendant 1 an. Durée du traitement, 1 an d'immunothérapie. OK. Alors, autre question. C'est bien les anastomosales, les questions à la main, c'est bien. Alors, attendez, par rapport à la résection totale de l'œsophage, ah oui, c'est bien, il y a plein de questions. Ben, quand on enlève tout l'œsophage, l'estomac, encore une fois, on l'allonge en lui donnant, en agrafant successivement, comme ça, comme je vous ai montré dans le film. Le fait de lui donner une forme de tube, ça l'allonge, ça lui donne de la longueur. Donc, c'est comme ça qu'on l'allonge et on peut monter jusqu'au cou, comme ça. Par rapport à la résection, comment fait-on pour allonger l'estomac? Voilà. Donc, on arrive toujours à utiliser l'estomac. Si on n'y arrivait pas, on prendrait un morceau de côlon, mais le plus souvent, l'estomac, ça marche très bien. Des questions, pas ici, s'il vous plaît. Il y aura un temps pour ça. En cas de résection de l'œsophage, il n'y aura pas de compression du médiastin. Non, ça ne fait pas ça. Il y a assez de place. On n'a jamais vu tellement le problème comme ça. Ce qui se passe après l'opération, souvent, par contre, c'est qu'il peut y avoir un défaut de relaxation du pylore. Parce que quand on enlève l'œsophage, on fait une vagotomie, on enlève tout le nerf vague qui est en plexus comme ça autour de l'œsophage. Donc, le nerf vague, il sert à ouvrir le pylore, à contracter l'estomac et à faire que le pylore il s'ouvre. Quand on fait cette opération, qu'on enlève l'œsophage, on enlève le nerf vague. Donc, on met dans le médiastin l'estomac qui, au début, ne va pas bien se contracter et surtout, le pylore, il a des risques de ne pas bien s'ouvrir. Donc, les malades, ils ont comme symptôme qu'ils bouffent, ils mangent et puis ça ne se vide pas, quoi. C'est des symptômes qui traduisent un retard à la vidange de l'estomac. Mais jamais ça se dilate excessivement pour comprimer les organes autour. Ça n'existe pas. Il arrête de manger avant que ça soit trop dilaté, en fait, le malade, où il vomit. Donc, ça ne comprime pas les organes de voisinage, mais ça peut être compliqué pour les malades. Et quand ça se produit, ça, ce défaut de vidange de l'estomac, on peut donner de l'érythromycine aux malades, qui est un antibiotique, mais qui aussi permet de contracter l'estomac, d'aider à la contraction gastrique. Sinon, c'est des règles diététiques. On dit aux malades de ne pas faire 3 gros repas dans la journée, mais de manger 5 ou 6 fois par jour, comme ça, des petits repas pour arriver à avoir un apport calorique suffisant et pas maigrir. Donc, il y a une prise en charge diététique aussi après, parce que le montage fait qu'il y a des troubles comme ça fonctionnels. Parfois, au contraire, ça va trop vite et ils ont le dumping syndrome, quand ça descend trop vite. Et là, il faut au contraire leur dire de manger des choses plus consistantes. Cette anastomose de l'œsophage au niveau cervical ne présente-t-elle pas de complications plus tard? Ça peut faire une fistule. Le risque, c'est que la couture ne tienne pas bien et dans 20% des cas, ça lâche. Donc, il y a un peu de salive qui coule là par la cicatrice ou par une petite drainage qu'on a mis là systématiquement. Et en général, ça guérit toujours. Le problème, c'est que des fois, ça guérit en se rétrécissant. Ça fait une sténose. Et ça, quand il y a un rétrécissement au niveau de la couture entre l'œsophage et l'estomac, on fait des dilatations avec les endoscopies et en général, on y arrive comme ça. Le plus souvent, on y arrive bien et au bout de 2 ou 3 séances de dilatation, ça marche. Alors, comment le malade, il y a plein de questions, c'est sympa, hein, c'est bien. Comment le malade pourra se comporter en post-opératoire par rapport au repas qu'il va ingérer? C'est comme je vous ai dit. Attendez, je vais donner d'autant plus que son œsophage. C'est ce que je vous ai dit. Le gros problème, c'est que le plus souvent, ça a du mal à descendre et donc il faut qu'il mange doucement, quoi. Mais surtout, il n'a plus l'estomac en entier pour faire des vrais repas. Donc, il faut qu'il fractionne l'alimentation. Il faut qu'il mange 5 ou 6 fois par jour ou toute la journée, il grignote des trucs à droite, à gauche. Voilà, il faut qu'il fasse comme ça. Alors, comment le malade pourra se comporter en post-op, etc. Il y a des éléments de contrôle biochimique pour la surveillance post-op. Alors, ce qu'on a fait là, nous, récemment, ce qui est intéressant, c'est une bonne question, c'est qu'on dose la CRP. Et la CRP, on a montré que quand au 3e jour, la CRP, la C-réactive protéine, quand au 3e jour, elle était supérieure à 100, il y avait un risque qu'il y ait une fistule. Donc, on mesure, c'est ça, les signes d'inflammation, et c'est surtout la CRP, mais aussi les globules blancs. On mesure que le malade ne se déglobulise pas, qui pourrait traduire un saignement, mais c'est assez rare. Et puis, les constantes normales, quoi. En réanimation, il a des dosages de la fonction rénale, le ionogramme et tout ça, quoi, le standard.
Mais pour nous, chirurgiens, ce qui est important, c'est les marqueurs de l'inflammation. Et la CRP, on a montré récemment que c'était super intéressant. OK, surveillance post-op. Le FLOT, un petit commentaire. Bah, ça, c'est le FLOT. Alors, attendez. C'est ici, mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est 4 séances. Pendant 2 mois, il a 4 séances. Ensuite, on attend un mois et on opère le malade. Mais c'est une chimiothérapie hyper costaud. Et d'ailleurs, vous voyez ici, voilà, ici sur cette diapo, c'est le nombre de malades qui ont la chimiothérapie post-opératoire. C'est 51%. Et la survie à 5 ans, c'est 45% avec le FLOT. Ça, c'est l'ancien protocole. C'était le protocole MAGIC, là, avec l'épirubicine. C'était le standard avant qu'on utilise cette chimiothérapie. Et on voit que le FLOT fait mieux que ce standard qui existait avant en termes de survie et aussi en termes de réponse pathologique complète. Grâce à cette chimiothérapie, alors qu'il n'y a pas de rayon, eh bien 16% des malades qui n'ont plus de tumeur sur la pièce opératoire quand on l'a enlevé. Donc, ça marche très bien. Mais peut-être que l'immunothérapie, surtout chez les malades qui ont encore de la tumeur en place ou des ganglions positifs après cette chimiothérapie par flotte, c'est surtout ceux-là qui rentrent dans cet essai, en fait. C'est les malades qui ont une chimiothérapie par flotte, on les opère et malgré ça, ils ont une tumeur qui reste grosse avec des ganglions positifs. Ça n'a pas très bien répondu. Ceux-là, on se dit, est-ce qu'on va continuer à faire la même chimiothérapie par flotte ou est-ce qu'on leur balance plutôt l'immunothérapie? C'est ça l'intérêt de l'immunothérapie. C'est de la mettre aux malades qui ont mal répondu à la chimiothérapie dans ce cadre de la chimiothérapie périopératoire. L'indication chirurgicale d'emblée d'un cancer de l'œsophage type épidermoïde et quels sont les éléments du bon pronostic. Donc, le chirurgie d'emblée pour l'épidermoïde, c'est les petites tumeurs pour lesquelles on pense qu'il n'y a pas de bénéfice de la radiochimiothérapie. Alors, c'est dommage parce que je dois avoir ça. Il y a un essai clinique là qui a montré que dans l'épidermoïde, les stades 2, c'est-à-dire les tumeurs qui sont T2N0 par exemple, ou T2N1, pour lesquelles on ne peut pas faire la résection endoscopique. Pour les petites tumeurs comme ça, dites de stade 2, quand on fait de la radiochimiothérapie avant l'opération, on n'améliore pas la survie, mais on augmente la mortalité post-opératoire, notamment de complications respiratoires. Donc, pour les épidermoïdes comme ça de stade 2, c'est de la classification TNM. Je vais vous la montrer tout de suite. Voilà. Le stade 2, c'est ceux-là, c'est les T3N0 ou les T1, T2, N1. Pour ces stades 2, on les opère d'emblée. C'est ceux-là qu'on opère d'emblée. OK? Sans leur faire de traitement avant, parce que c'est délétère, ça n'apporte pas de survie. Et les éléments de bon pronostic, c'est la tumeur quand il n'y a pas de métastase ganglionnaire, c'est ça le meilleur élément de pronostic. Le meilleur pronostic, c'est quand il n'y a pas de métastase ganglionnaire, c'est le stade tumoral TNM. Et la résection R0, si on a laissé de la tumeur en place, ce n'est pas bon. Mais comme la plupart des malades ont un traitement avant l'opération, on est capable d'analyser la réponse au traitement préopératoire et c'est ça le meilleur critère pronostic, c'est quand la tumeur a bien répondu au traitement. Donc, il y a des critères histologiques, c'est le TRG, ça va de 1 à 5. Et plus il y a de nécrose tumorale, moins il y a de cellules tumorales résiduelles dans la pièce opératoire, meilleur est le pronostic. A fortiori, s'il n'y a plus de métastase ganglionnaire. Et les meilleurs pronostics, ceux qui ont une stérilisation tumorale. On analyse la pièce opératoire, on trouve de tumeurs nulle part. Alors, c'est là vous me dites on a mal fait de les opérer. Le problème, c'est qu'on était incapable avant l'opération de savoir qu'ils étaient dans cette situation et qu'ils n'avaient plus de tumeurs nulle part. Alors, vous me dites si je ne réponds pas bien aux questions ou si ce n'est pas clair. Docteur, quelles sont les complications liées à cette pathologie? À la chirurgie ou à la pathologie? Les complications liées à la pathologie, c'est la dénutrition. Et si on laisse évoluer les tumeurs, ça se met par fistuliser dans l'arbre trachéobronchique. Et là, le malade, il faut faire ce que vous voulez, il est mort. Donc, c'est la dénutrition, les métastases à distance et puis la fistulisation dans l'arbre trachéobronchique avec une fistule de la tumeur dans la trachée ou parfois dans l'aorte. Et là, c'est encore plus rapide. Ça saigne tout d'un coup et le malade, il est mort. Après, les complications de la chirurgie, je vous en ai parlé. C'est les complications respiratoires, les fistules, et puis les troubles fonctionnels après, les retards à la vidange de l'estomac, le dumping syndrome et les choses comme ça. Donc, le porteur. Ouais, dites-moi. Oui, vous pouvez répondre à quelques questions et puis on va avec la décision. Je n'ai pas entendu. Vous voulez que je reprenne? Ça coupe. Vous voulez que je reprenne quoi? Je souhaite à ce que nous puissions
continuer la deuxième partie, comme ça les questions viendront après. Je fais la deuxième partie. Oui, vous pouvez Attends, répondre je à fais la juste toute la dernière dernière. question, comme ça on peut continuer la deuxième partie. Juste, je finis parce qu'il y a une question intéressante sur la fistule. Quand les D'accord. gens ils ont une fistule, encore une fois, si la fistule elle survient dans les 72 premières heures, parce qu'on laisse un drain à côté, si dans les 72 premières heures, il y a du liquide digestif dans le drain, le malade, on le laisse à jeun, 5-6 jours, il ne mange pas. Mais s'il y a du liquide digestif qui arrive dans le drain, ça veut dire qu'il y a un problème technique. Il faut vite réopérer le malade. Il ne faut pas attendre parce qu'on a une chance de refaire la coupure. Il n'y a pas trop d'inflammation locale encore. On a une chance de pouvoir refaire l'anastomose et c'est réglé définitivement. Tandis que si on traîne et tout, ça va durer des mois. C'est un vrai bazar. Donc, c'est surtout ceux-là qu'on réopère, les fistules précoces. Toutes les autres, on les traite par voie endoscopique ou par le drainage, etc. OK? Allez, on va faire l'autre comme vous voulez alors. Donc, l'autre, c'est cancer de l'estomac. C'est un peu plus simple, c'est un peu moins long. Tout ça, je vous le passerai le diaporama. Hein. Vous pourrez le regarder comme vous voulez. Alors, gastrectomie pour adénocarcinome, c'est toujours le canal de Saint-Martin. C'est les mêmes là, qui boivent des bières, là, c'est bien. Et donc, les cancers de l'estomac, donc vous avez ici une vue de l'estomac, hein, ça c'est le corps gastrique, l'antre gastrique, ça se termine au pylore. Et l'estomac, en tout cas, quand on parle de cancer de l'estomac, c'est des cancers qui commencent à 2 cm sous la jonction zoogastrique, parce qu'avant, ça s'appelle des cancers du cardia. On en dira un petit mot après. Donc, c'est surtout les cancers du corps gastrique, et puis ici. Et donc, ces cancers, ils sont le plus souvent révélés par une anémie ferriprive, mais ils peuvent être aussi révélés par une hémorragie digestive avec une hématémèse ou par un syndrome obstructif, des vomissements, une intolérance alimentaire quand ils sont localisés avant le pylore, ou par une dysphagie quand ils sont haut situés parce qu'ils obstruent le passage sous la jonction zoogastrique. Le plus souvent, c'est des adénocarcinomes. On va parler que des adénocarcinomes. On ne parle pas des gystes, là, des tumeurs stromales, d'accord? Et la principale facteur de risque, c'est l'infection de cancer gastrique. C'est l'infection à Helicobacter pylori, qui est une bactérie gram négative qui est extrêmement répandue et qui va induire une gastrite chronique. Et cette gastrite chronique, elle va devenir… donc, quand on a l'Helicobacter pylori, on a une gastrite chronique chez tous les malades. Et donc, c'est 100 malades qui ont la gastrite chronique. Et on voit que le risque, c'est que ça finisse en cancer gastrique. Et donc, 1% des malades qui ont une infection Helicobacter pylori, ce qui est beaucoup quand même, vont finir par développer un cancer gastrique parce qu'ils vont faire une atrophie gastrique, métaplasie intestinale, dysplasie, cancer gastrique. Donc, c'est le principal facteur de risque. Et dès qu'on fait une endoscopie digestive à quelqu'un, on fait systématiquement, pour n'importe quelle raison, une biopsie de l'antre gastrique parce que c'est là qu'il se localise, la bactérie, et c'est comme ça qu'on fait le diagnostic par biopsie de l'antre. Il y a aussi des sérologies possibles ou des brefs tests, là, des tests respiratoires. Donc, encore une fois, il faut éradiquer l'Helicobacter pylori dès qu'on le trouve. Il faut le chercher surtout souvent parce que c'est le principal facteur de risque du cancer gastrique. Et le cancer gastrique, il a vu son incidence baisser parce que justement, on fait attention à l'Helicobacter pylori, on le recherche, on l'éradique dès qu'on peut. OK ? Il y a d'autres facteurs de risque, c'est la gastrite atrophique ou maladie de Pierre-Mère qui donne une anémie macrocytaire, l'infection EBV, et puis il y a des gens qui ont eu des gastrectomies, des entrectomies il y a longtemps, parce que ça ne se fait plus trop maintenant pour des ulcères, et qui ont une anastomose gastro-jéjunale qui est sans arrêt baignée par la bile. Et ça, au bout de 20 ou 30 ans d'évolution, ça peut donner des cancers gastriques, le fait que la bile soit sans arrêt au contact de l'estomac comme ça. Donc, il faut surveiller au bout de 20 ou 30 ans, les gens qui ont une anastomose gastro-jéjunale par endoscopie pour être sûr qu'ils ne fassent pas un cancer de l'estomac. Helicobacter pylori, on en a parlé. Et puis, il y a des cancers génétiques. Ça représente 5% à peu près des cancers gastriques. C'est donc assez rare, mais ça a des implications très importantes de les mettre en évidence parce que ça permet, quand on fait la preuve du cancer génétique, d'aller faire ensuite le screening de la famille, les enfants, les frères, les sœurs, pour voir s'ils n'ont pas la prédisposition génétique. Et ça peut avoir des implications, notamment dans cette maladie-là, qui est l'adénocarcinome gastrique diffus héréditaire. C'est une entité qui est connue là maintenant, qui prédispose au cancer gastrique. Et quand on a la mutation du gène CDH1, et bien dans 100% des cas, on va avoir un cancer de l'estomac.
Ça gagne à tous les coups, quoi. Donc, c'est une maladie à transmission autosomique dominante. Et comme on le suspecte, c'est quand il y a dans la famille des cas de cancer gastrique à un âge jeune. Si par exemple quelqu'un a un frère qui a un cancer gastrique à 42 ans, il faut rechercher cette mutation. C'est probable qu'il ait cette mutation. Ou s'il y a plusieurs cas de cancer gastrique dans la famille, 2, 3 frères, c'est très probable qu'il y ait un signe, qu'il y ait un problème génétique. Et donc, dans ce cas-là, on fait une analyse des lymphocytes, des leucocytes circulants, des globules blancs du malade qui a le cancer. On regarde s'il a la mutation. Et s'il a la mutation, on va faire des prélèvements dans tous ses frères et sœurs, ses enfants, pour voir s'il n'y en a pas d'autres qui ont la mutation. Et si on trouve une mutation chez n'importe qui de la famille, il faut lui enlever l'estomac vers l'âge de 20 ans. Parce que si on ne le fait pas, on est sûr qu'il aura un cancer de l'estomac. Donc, voilà. Mais ça lui sauve la vie, quoi. Donc ça, c'est le premier cancer génétique. Après, il y a d'autres cancers génétiques de l'estomac. Il y a le syndrome de Lynch, qui est un syndrome où il y a plusieurs cancers digestifs, le côlon, l'estomac, l'endomètre, les voies urinaires, c'est un peu particulier. Et il y a aussi la polypose adénomateuse familiale qui prédispose au cancer de l'estomac. Donc dans ces maladies-là, c'est pareil, on fait le diagnostic parce qu'il y a des agrégations familiales. Il y a plusieurs membres de la famille qui ont des cancers colorectaux, de l'estomac, de l'endomètre. On fait des analyses génétiques et on screen les frères et les sœurs. Alors, donc l'adénocarcinome, ça c'est une classification des types histologiques, c'est plus ou moins différencié l'adénocarcinome de l'estomac, c'est-à-dire soit ça ressemble à de l'estomac normal, la tumeur, soit c'est complètement différent. Et l'extrême, c'est la lignite gastrique. C'est des tumeurs très peu différenciées. Et la lignite gastrique, donc, c'est des tumeurs indifférenciées dans lesquelles il n'y a pas de structure qui ressemble encore une fois à de la paroi gastrique normale. Et c'est très infiltrant. Il y a beaucoup de stroma, il y a des cellules indépendantes qui sont isolées comme ça. On dit que c'est des cellules en bague à chaton parce que quand on regarde la cellule au microscope, c'est des cellules qui ont plein de glycogène qui sont presque translucides, mais il y a le noyau qui est déjeté à la périphérie de la cellule. Donc, ça fait un petit peu comme un anneau, une bague, avec le noyau qui fait la pierre précieuse sur la bague, quoi. C'est ça, les cellules en bague à chaton. Et macroscopiquement, c'est une définition macroscopique, la lignite, un de ces cancers très méchants, là, de l'estomac, très indifférencié, c'est une infiltration de toute la paroi gastrique qui est très rigide. L'estomac, il ne se distend plus du tout. Et très souvent, quand on fait le diagnostic, il y a déjà de la diffusion métastatique à distance, notamment la carcinose péritonéale. C'est une vraie saloperie, ça, la lignite gastrique. Alors, quand on fait le diagnostic de cancer de l'estomac, encore une fois, le malade, il a des troubles, une anémie prive, il a mal au ventre pour un rien, il ne faut pas hésiter à faire une fibroscopie. On fait des biopsies, on a le diagnostic et ensuite on fait le bilan. Donc, en fait, là, c'est un peu compliqué ce truc-là. On va pas aller, ce n'est pas la peine de trop détailler, mais on fait le bilan de l'état général, ça c'est sûr. Et puis, l'endoscopie digestive, ça permet de savoir où est le cancer par rapport à la jonction œsogastrique, de faire des biopsies pour voir la différenciation et de rechercher aussi des marqueurs moléculaires particuliers, notamment la protéine HER2, là, qui est une protéine particulière qui a un intérêt quand la maladie est métastatique parce qu'on peut du coup donner un médicament en situation métastatique qui est très actif sur les métastases qui s'appelle l'Herceptine, qui est dirigé contre cette protéine. Mais ça ne nous regarde pas trop, nous les chirurgiens, ça, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc on fait le diagnostic. Le premier examen, c'est encore une fois le scanner qui permet de voir la tumeur, de voir s'il y a des métastases à distance. C'est comme pour l'œsophage, de voir si la tumeur envahit un organe de voisinage. Le plus souvent, on voit la tumeur, on voit même des ganglions à côté. Et on n'a besoin de rien d'autre du tout. Parce qu'avec ça seulement, on sait ce qu'il faut faire. Parfois, on ne voit pas la tumeur au scanner. Et on se dit, tiens, la tumeur, elle est peut-être superficielle en fait. Peut-être que cette tumeur qu'on a vue en endoscopie sous forme d'une petite ulcération qu'on ne voit pas au scanner, peut-être que je peux l'enlever par mucosectomie, par voie endoscopique. Et donc, pour savoir quel est le degré d'envahissement dans la paroi, on fait à ce moment-là l'écho-endoscopie. Et avec l'écho-endoscopie, on voit jusqu'où va la tumeur dans la paroi. Et si la tumeur, elle envahit jusqu'au début de la sous-muqueuse, SM1 ici, si elle va jusque-là, on peut l'enlever par voie endoscopique. Parce que là, il n'y a pas besoin de faire de curage ganglionnaire, parce que le risque de métastase ganglionnaire, il est inférieur à 5%. Par contre, dès que ça commence à aller plus profondément dans la muqueuse, donc c'est la plupart des tumeurs en fait, là c'est chirurgie parce qu'il faut faire un curage ganglionnaire. Le risque d'avoir des métastases ganglionnaires est très important. Donc l'écho-endoscopie, c'est ça le premier intérêt, c'est de voir si on ne voit pas la tumeur au scanner, ce qui est très rare,
est-ce qu'on peut l'enlever par envoi endoscopique? Mais en France, en Occident, en tout cas, c'est très rare. Au Japon, c'est plus fréquent. Ouais, attendez, excusez-moi. Je suis en visio, là. Je suis en visio. À tout à l'heure, je suis en visio. J'arrive, Léon. Je n'ai pas pour longtemps. En fait, on a tout le temps, ne vous inquiétez pas. Donc, du coup, on fait l'écho-endoscopie pour ça. L'autre indication de l'écho-endoscopie, c'est que si on a l'impression que c'est une tumeur qui infiltre la paroi de l'estomac jusque vers l'œsophage, vers le haut, on a envie de savoir s'il y a de la tumeur dans l'œsophage. Donc, c'est le cas des linites, par exemple. On peut être amené à faire l'écho-endoscopie pour ça. Et puis, des fois, au scanner, on a une suspicion de carcinose péritonéale. On ne voit pas des gros amas de tumeurs dans le péritoine, mais on voit du liquide. On se dit, tiens, il a peut-être de la carcinose, mais on ne le voit pas au scanner. Ce n'est pas un très bon examen, le scanner, pour ça. Et s'il a de la carcinose, le malade, on ne l'opérera jamais, en fait. Il est foutu, donc il faut le savoir. Donc, on peut être amené dans ce cas-là, quand on a un petit doute au diagnostic sur la carcinose, on fait une célioscopie pour mieux aller voir ce qui se passe dans le péritoine. Et avec tout ça, on fait la classification TNM. Donc, je ne vais pas vous bassiner avec ça. C'est comme pour l'œsophage. Hein. Ça se trouve partout. Plus il y a de ganglions, moins c'est bon. Et plus la tumeur envahit la paroi, moins c'est bon. Mais ce n'est pas la peine de savoir ça dans le détail. Et donc, les tumeurs de l'estomac, c'est un peu comme l'adénocarcinome de l'œsophage. Dès que la tumeur elle est visible, dès qu'elle est supérieure à T2, N0, on fait de la chimiothérapie autour de l'opération. Donc, T2, N0, hein, c'est des petites tumeurs. Là. Dès qu'elle est visible au scanner, a fortiori s'il y a un ganglion envahi, on fait de la chimiothérapie. Et c'est le même protocole que pour l'adénocarcinome de l'œsophage. C'est le FLOT. 4 cures avant, 4 cures après. Et on opère le malade entre les deux. Et avec cet essai d'immunothérapie aussi dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est la même chose que tout à l'heure. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et après la chimiothérapie, on va dire qu'est-ce qu'on fait comme opération, en sachant que là aussi, il faut avoir cette certaine marge au-delà et vers le bas et faire le curage ganglionnaire. En termes de marge, il faut avoir 5 à 8 cm au-dessus du pôle inférieur de la tumeur. Le plus souvent, les tumeurs, elles sont dans l'antre ici. Donc, on va faire une gastrectomie des 4/5e. On ne va pas enlever tout l'estomac, on va garder la partie supérieure de l'estomac parce qu'on a largement assez de distance pour ne pas avoir à couper tout l'estomac. Et dans ce cas-là, c'est assez pratique pour refaire le rétablissement de la continuité. C'est plus facile d'avoir une partie d'estomac qu'on peut garder. Sur le plan fonctionnel, c'est peut-être un petit peu mieux aussi. Par contre, quand on a un cancer qui est haut situé ici, eh ben là, on est obligé de couper tout l'estomac et donc on porte la section sur l'œsophage. Et ici, on coupe toujours au niveau du pylore. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi on n'enlève pas que ça et on ne raboute pas cette partie de l'estomac avec l'œsophage? Ça, ce n'est pas bon parce que ça fait beaucoup de reflux biliaire dans l'œsophage. Et ce n'est pas viable, le reflux biliaire. On va voir ça juste après. Okay, quand on a une tumeur qui envahit tout l'estomac, on enlève tout l'estomac. Et donc, une fois qu'on a enlevé l'estomac, je vous parlerai du curage ganglionnaire juste après, il va falloir rétablir la continuité digestive. Donc, dans la première situation, là, on a fait une gastrectomie partielle, des 4/5e, enfin subtotale, quoi. Là, ce n'est pas compliqué. On se retrouve donc avec l'estomac comme ça, le duodénum. On prend la deuxième anse intestinale et on vient la coudre à l'estomac. On fait, ça s'appelle un Finsterer, anastomose gastro-jéjunale. Et donc, les aliments, ils descendent dans l'estomac et puis ils descendent dans l'intestin. Et les sécrétions biliopancréatiques, là, ici, elles viennent dans le duodénum, elles viennent rejoindre les aliments ici et elles permettent d'assimiler les aliments. Donc, il n'y a pas de problème. Là, ça ne pose pas de problème de reflux de bile dans l'œsophage parce qu'en général, ici, il y a un système anti-reflux qui fait que la bile qui arrive dans l'estomac, elle ne va pas remonter dans l'œsophage. Encore une fois, la situation de mettre de la bile dans l'œsophage, c'est invivable. Le seul risque de ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'au bout de 20 ou 30 ans d'évolution, la bile ici, elle a beaucoup irrité l'estomac et il y a un cancer qui apparaît. Mais c'est quand même assez exceptionnel. Quand on enlève tout l'estomac, quand on a une tumeur qui est plus haut située, on n'a pas le droit de connecter la première anse intestinale qui est baignée par la bile avec l'œsophage parce qu'il n'y a plus de système anti-reflux. Donc, si on amène une anse intestinale juste sur l'œsophage, la bile, elle va inonder l'œsophage et c'est invivable. Il n'y a pas de médicament pour lutter contre ça. Autant le reflux acide, on donne des IPP, autant là, il n'y a pas. Donc, on va utiliser un artifice pour que la bile ne soit pas au contact de l'œsophage et on va donc faire un montage en Y comme ça. Ça veut dire qu'on va couper, je ne sais pas si j'ai autre chose, non ? On va couper l'intestin après le duodénum. La partie distale de l'intestin, on va la monter sur l'œsophage. On va faire une couture entre l'œsophage et cette partie d'intestin.
Et l'autre partie d'intestin proximal qui ramène la bile, eh bien, on va la connecter plus bas sur cette anse intestinale, qui fait 60 cm de long. Et la bile qui arrive ici, pour se mélanger aux aliments, elle est incapable de remonter jusqu'en haut. C'est d'autant que le grêle, ici, il a des contractions qui font que ça descend là, que les aliments descendent. Donc voilà, ça c'est une gastrectomie totale avec anastomose œsogéjunale sur une anse en Y. Et on fait ça pour que la bile ne vienne pas inonder l'œsophage, ce qui n'est pas viable. Alors, en termes de curage ganglionnaire, le curage il dépend un petit peu de ce qu'on fait comme gastrectomie. Donc, on retire toujours les ganglions qui sont proximaux, là autour de l'estomac, et on va toujours retirer les ganglions qui sont au niveau des vaisseaux qui vont vasculariser l'estomac et de la naissance de l'artère hépatique. On fait un curage dit D2 ou D1,5. OK, on enlève ces groupes ganglionnaires. Et aussi ici au niveau du ras de l'œsophage. Et quand on enlève tout l'estomac, on enlève en plus le ganglion qui est ici. Normalement, pour faire un vrai curage, quand on enlève tout l'estomac, il faudrait aussi enlever les ganglions qui sont dans l'huile de la rate. Ça veut dire faire une splénectomie, mais c'est beaucoup trop lourd, donc on ne fait pas ça. On fait juste l'exérèse des ganglions, un petit peu comme ici. Donc ça, c'est un petit peu des détails, ce n'est pas la peine de rentrer dans le détail. Et on montre que quand on enlève ces ganglions en bleu, en plus des ganglions en rouge ici, quand on enlève que les ganglions en rouge, c'est les curages de type D1, c'est proximal. Dès qu'on fait un curage de type D2 ou D2 un peu modifié, parce qu'on ne fait pas la splénectomie, on enlève plus de ganglions, notamment les ganglions ici au niveau du tronc cœliaque, eh bien, c'est la courbe en bleu par rapport à la courbe en rouge, qui est un curage plus limité. On améliore la survie. Donc, il y a un intérêt à faire ce curage un petit peu extensif, qui n'est pas majeur non plus. Donc, on fait toujours comme ça. OK. Alors ça, c'était l'estomac. Les adénocarcinomes du cardia, c'est un peu différent. C'est des cancers qui concernent la jonction œsogastrique. Et il y a 3 types, selon la classification de Sievert, selon que l'épicentre, le centre de la tumeur, est localisé juste sur la jonction œsogastrique, ici. Tous ces cancers concernent la jonction œsogastrique, mais des fois, il y en a qui se développent plus vers le haut ou plus vers l'estomac. Il y en a qui se développent en plein milieu. Donc, si vous avez une tumeur qui est en plein milieu ici, c'est un type 2. Si la tumeur, elle naît d'ici, mais elle va beaucoup sur l'estomac comme ça, c'est un type 3. Et si elle naît d'ici, la tumeur, et elle remonte beaucoup vers le haut, c'est un type 1. Les types 1, ça se traite comme les cancers de l'œsophage. Donc, c'est exactement comme un cancer du bas œsophage. Les types 3, c'est comme un cancer de l'estomac. On va faire une gastrectomie totale, alors que l'autre, le type 1, on fait une œsogastrectomie selon les Lewis-Santi. Et le type 2, on ne sait pas très bien ce qu'il faut faire. A priori, il faut plutôt le traiter comme un type 1, comme un œsophage. Il y a des essais randomisés en cours qui cherchent à savoir ce qui est le mieux. Et des particularités. Donc, après une gastrectomie, le problème principal, ça va être l'amaigrissement des malades. Parce que là, l'estomac, on l'enlève en entier, on ne le garde même pas un petit peu pour remplacer l'œsophage. Et donc, les patients, ils vont maigrir s'ils ne sont pas pris en charge sur le plan diététique. Ils vont maigrir de 6 à 8 kilos. Ça s'apparente à la chirurgie de l'obésité, quoi. Quand on fait des sleeve gastrectomie, les gars, ils perdent énormément, surtout s'ils sont en surpoids. Le problème, c'est que là, c'est un malade qui a un cancer et il a été montré que plus le malade maigrit après l'opération, moins bonne est sa survie à long terme en termes de pronostic carcinologique. Ça a un impact direct sur la survie en termes de récidive tumorale, etc. Et ça peut se comprendre parce qu'il y a besoin de bouffer et d'avoir des forces pour se défendre contre une éventuelle récidive tumorale. Il y a besoin d'avoir des forces pour, et de ne pas trop maigrir pour supporter la chimiothérapie post-opératoire. Donc, toute la prise en charge diététique post-opératoire, elle est primordiale là aussi. Et il faut bien faire comprendre, soutenir le malade sur le plan diététique. Et d'autre part, il va avoir des carences vitaminiques et essentiellement en vitamine B12 parce que la vitamine B12, on a besoin du facteur intrinsèque qui est sécrété par l'estomac pour l'absorber. Et donc, si on ne le supplémente pas en vitamine B12 par voie intramusculaire, il va avoir une anémie macrocytaire et ça ne va pas aller. Et puis, il y a des carences parfois en autres vitamines. Donc, ça, c'est l'amaigrissement post-opératoire. Et après gastrectomie, parfois, les malades, ils ont le dumping syndrome. C'est des phénomènes un peu complexes qui sont liés à l'inondation de l'intestin grêle. Ça va trop vite, là, du coup. Dans l'intestin grêle, et c'est tous les aliments qui sont hyperosmolaires qui créent soit un appel d'eau dans la lumière digestive, donc ça crée une sorte d'hypovolémie, soit ça fait sécréter des hormones intestinales qu'on ne connaît pas très bien et qui créent des malaises. Et en fait,
La traduction de ça, c'est que le gars, il mange, et une demi-heure après, il faut qu'il s'allonge, c'est comme une hypoglycémie, ou ça survient 2 heures après. D'ailleurs, c'est plutôt 2 heures après, ça ressemble à une hypoglycémie, sinon 30 minutes après, c'est un peu pareil, mais c'est moins lié à l'hyperinsulinisme. En fait, c'est des phénomènes assez compliqués, quoi. Et donc, pour éviter le dumping syndrome, il faut dire aux gens de ne pas boire en même temps qu'ils mangent, et puis de manger plutôt de manière consistante pour que ça aille pas trop vite. Mais quand on n'arrive pas à bout du dumping syndrome comme ça, on peut être amené à donner de l'octréotide, qui sont des antisécrétoires et qui limitent justement les sécrétions hormonales digestives qui sont à l'origine du dumping syndrome. J'ai presque fini. Et puis ça, c'est les gens qui ont une gastrectomie subtotale et qui ont des problèmes de vidange de l'estomac restant. On peut être amené à leur donner des prokinétiques ou là aussi des règles hygiéno-diététiques pour qu'ils fragmentent leur alimentation et pour qu'ils arrivent à mieux manger. Donc là aussi, il y a des séquelles fonctionnelles. C'est un petit peu comme après l'œsophagectomie qu'il faut prendre en charge pour pas que c'est trop de répercussions sur les malades. Les diarrhées chroniques, il y a aussi des gens qui ont de la diarrhée chronique qui peut être liée à la vagotomie ou à des histoires de pullulation microbienne dans le montage chirurgical ou à une insuffisance pancréatique fonctionnelle. Voilà, j'ai fini les amis. Et ça, c'est notre équipe du service. Très sympathique. Et elle, c'est Mireille Calombo qui est venue, qui est originaire de RDC aussi, et qui est à l'origine du projet de collaboration. Mais tout le monde est très intéressé pour venir vous rencontrer, hein, pour venir visiter la RDC et Kinshasa. Et vous êtes les bienvenus aussi ici d'ailleurs pour venir nous visiter si vous passez par là. Bon, voilà. Ok. Ah, j'ai fini le cours, mais je suis prêt, j'ai tout le temps pour répondre à toutes les questions que vous voulez. Ok, merci. Sinon, on est là. En fait, nous sommes très, très, très contents de vous écouter, cher maître. Bon, ben, c'est gentil. Et d'ici peu, nous allons commencer à vous déranger avec beaucoup de questions, hein. Allez, allez-y, il n'y a pas de problème. Ben là, j'en ai quelques-unes, je crois. Attendez. Ah non, là, je n'ai pas encore de questions. Mais vous pouvez Bon, y aller, j'aimerais que hein. ça soit pratique. Je vais activer le micro de tout le monde. OK. Mais le mieux, c'est les questions écrites parce que ça coupe sinon. Ok, c'est bien, c'est mieux. S'il vous plaît, chers participants, si vous avez des questions, Ouais, j'en ai une, là, vous la pouvez giste. écrire. Vous pouvez écrire. Ok, il y a une question déjà. Ouais, j'ai une question sur la giste. Donc, la giste, GIST, pour ceux qui connaissent moins bien, ça veut dire gastro-intestinal stromal tumeur. Et c'est des tumeurs qui sont de bien meilleurs pronostics que l'adénocarcinome, qui sont des tumeurs sous-muqueuses qui se développent à partir de cellules particulières qui s'appellent les cellules de Cajal dans la sous-muqueuse et qui sont, encore une fois, la survie à 5 ans, c'est plus de 50%, quoi. Donc, on a des petites gistes et puis parfois, on a des trucs énormes. Donc, quand on a une petite giste et qu'il n'y a pas trop de sacrifices d'organes à réaliser, on les opère directement, ces gistes. Et selon l'analyse anatomopathologique de la pièce opératoire, il y a des critères, alors c'est les critères de Métinène, là je n'ai pas tout en tête, mais selon la taille, le nombre de mitoses, des choses comme ça, ou la localisation de la giste, hein, parce que ce n'est pas que dans l'estomac, ça peut être dans le rectum, dans l'œsophage, etc. Il faut ou pas donner un traitement par antityrosine kinase après, c'est le Glivec, pour limiter le risque de récidive. Quand on a, donc c'est ça la prise en charge normale, quoi. On le retire, on voit ce que c'est. Si ce n'est pas très méchant, selon les critères dont je vous ai parlé, la taille, le nombre de mitoses, etc., on ne donne rien, on les surveille. Si c'est un peu méchant, on donne du Glivec pour 6 mois. Ça, c'est les gastros qui s'en occupent pour limiter le risque de récidive. Parfois, on a des gistes qui sont très, très grosses. Et on sait que si on les opère d'emblée comme ça, on va falloir enlever tout l'estomac, par exemple, ou la jonction œsogastrique. Et donc là, on a envie de faire réduire la giste. Donc là, on donne le Glivec, les antithyroïdes kinases, avant d'opérer les malades et on attend que ça fonde bien. Au bout de 3 à 6 mois, ça a bien diminué. Et là, on opère les malades et parfois, ça permet de faire une gastrectomie partielle au lieu de faire une gastrectomie totale, par exemple. Okay. Alors après, il y a différents types d'antityrosine kinase selon les mutations qu'on trouve dans la tumeur. Mais bon, il y a certaines mutations qui marchent mieux avec un autre médicament qui s'appelle, pour lesquels le Sutent, ça marche mieux. C'est un autre médicament, mais je ne suis pas spécialiste du truc. Ça, c'est les oncologues. Alors, une autre question. Merci de la présentation. Quels sont les organes où il y a plus de risque de métastase des cancers œsophagiens? C'est une bonne question. Ça dépend du type histologique. Pour l'adénocarcinome, ça métastase préférentiellement dans le foie et dans le péritoine.
parce que ça se draine plus vers l'abdomen, comme c'est en bas de l'œsophage. Donc, c'est surtout foie, péritoine, un peu plus rarement le poumon. Pour l'épidermoïde, c'est surtout le poumon. Ça peut être le foie aussi. Le péritoine, beaucoup plus rarement. Ça peut être l'os, pas mal, ou le cerveau. L'épidermoïde, c'est plutôt poumon, os, cerveau et un peu le foie aussi. C'est pour ça que quand on a un adénocarcinome, on est plus enclin à faire une célioscopie que quand c'est un épidermoïde, parce qu'on sait que le risque de carcinome est plus important que pour l'épidermoïde. Alors, quel est le facteur qui sera la base d'une stase après une gastrectomie subtotale? C'est si on n'a pas bien fait l'anastomose gastro-jéjunale, je crois. Donc, c'est ça le problème. C'est s'il y a une dysfonction sur l'anastomose gastro-jéjunale. Donc, il faut qu'elle soit bien large. Je vais vous montrer je vous remonte la photo. Voilà, ici. Il faut que ce soit bien large et il faut que ce soit bien déclive surtout. C'est-à-dire que l'anse afférente, alors on l'a fait dans ce sens-là où on tourne l'anse. C'est un peu comme on veut. C'est anisopéristatique. Ce qui compte surtout, c'est que pour que les aliments n'aillent pas là-dedans, cette anse-là, on fait l'anastomose comme ça, mais là, on vient la patcher là-haut, vers le haut de l'estomac, pour lui donner une direction oblique à l'anastomose, pour que les aliments ils descendent dans le bon trou directement. Mais surtout, ce qui fait que ça ne marche pas souvent, c'est que ce n'est pas assez large. Après, il y a aussi d'autres anastomoses gastro-jéjunales qui ont beaucoup de mal à marcher. C'est quand c'est des anastomoses de dérivation. Par exemple, on a un cancer de la tête, du pancréas, et on fait une anastomose gastro-jéjunale parce qu'il y a une sténose du duodénum. Alors celle-là, moi je me souviens d'un malade, il est resté un mois dans le service parce que ça ne marchait pas. Mais ce n'est pas comme ici. Là, il n'a pas trop le choix, les aliments. Dans l'autre cas dont je vous parle, c'est que les aliments, probablement, ils essayent d'aller vers le pylore toujours, et puis ça ne va pas plus loin. Et ça marche très mal, les gastro-jéjunales. Mais là, en général, ça finit par marcher. Après, ça peut être aussi une raison d'œdème. C'est pour ça que des fois, on fait l'anastomose, elle a l'air bien large, mais il y a beaucoup d'œdème qui réduit le calibre de l'anastomose. Donc, il faut leur donner beaucoup d'IPP aussi à ces malades, des antisécrétoires, pour limiter l'œdème. Et puis, il faut attendre le temps que ça marche. OK. Pour des patients ayant subi une gastrectomie totale, est-ce qu'ils pourront bien métaboliser les médicaments par voie péroce? Ça, je crois que ça dépend des médicaments, parce qu'il y a des médicaments qui se délitent grâce à l'acidité gastrique. Mais ça, il faut regarder dans le Vidal. Par exemple, je crois que le créon, je ne sais pas si ces malades-là, on ne leur conseille pas d'ouvrir les gélules, parce qu'il y a des médicaments, encore une fois, qui se délitent grâce à l'activité gastrique, la pepsine, l'acidité. Donc, ceux-là, c'est sûr qu'ils ne métabolisent pas ces médicaments. Donc, il faut leur donner par une autre voie. Et dans ce cas-là, il vaut mieux demander au pharmacien, est-ce que c'est des médicaments qui se délitent grâce aux enzymes gastriques, auquel cas ça ne marche plus chez eux. Attendez, ou soit leur traitement pour n'importe quelle pathologie de votre... Ça dépend. Il faut demander au pharmacien, encore une fois, c'est ce que je viens de vous expliquer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la vitamine B12 par la bouche, ça ne sert à rien puisque elle n'est pas absorbée à cause du manque de facteurs intrinsèques. Donc ça, c'est sûr que la vitamine B12, c'est injectable. Pour le carcinome endocrine, il y a une chirurgie. C'est plus compliqué là, parce que souvent les carcinomes endocrines gastriques, c'est des tumeurs multiples. Je ne suis pas vraiment spécialiste pour vous répondre là. Donc c'est assez rare, sauf quand c'est une localisation unique, grosse, et que ce n'est pas une localisation multiple. Je ne suis vraiment pas trop spécialiste. Mais si vous voulez, je peux demander à des gastros ensuite de vous faire des cours aussi après. Et là, ils connaissent bien toute l'oncologie digestive et on peut organiser ça après avec plaisir. Mais là, j'aurais peur de vous dire des bêtises. En tout cas, on en opère très peu. Après, vous avez d'autres questions, les amis? Moi, j'en ai pas d'autres. Je ne vous entends pas. Allô? Ouais, je vous écoute. Oui, il y a quelqu'un qui a une question. Tu peux poser. Ouais. Oui, attendez. Docteur Le Papa, vous avez la parole. J'entends pas. Là, le micro, il est coupé. Il recule ton micro. Là. Ok, ok. Vas-y, vous avez la parole. J'entends pas.
Je n'entends pas les Merci beaucoup. Ah, super. Merci beaucoup, cher professeur. Il faut parler plus près. Merci beaucoup, cher professeur, pour ce brillant exposé. Je voulais plus savoir la plus grande complication d'une anastomose en Y que vous avez. La complication, c'est la fistule, là, c'est la fuite au niveau du. C'est ça la plus grosse la complication importante, c'est la fistule au niveau de l'anastomose œsogénale. Après, ça peut fuir aussi au niveau du moignon ici. C'est pour ça qu'après l'opération, on met des drains, un drain qui vient à côté ici. Si ça fuit, ça sort comme ça. Et on en met un autre aussi à côté ici pour que s'il y a une fuite, elle sorte à l'extérieur et on n'a plus qu'à attendre que ça s'arrête. C'est ça le plus gros problème. Merci beaucoup. De rien. Ok. Monsieur Kandolo, vous avez la parole. Attends, j'ai une autre à l'écaustique, c'est intéressant ça. Il y a quelqu'un qui vous fera un cours sur les caustiques un peu plus tard là. Et alors les caustiques, c'est en soi, c'est pas des facteurs de risque de cancer. Le problème avec le cancer et le caustique, c'est que quand on a un rétrécissement de l'œsophage, en général, on le traite avec des dilatations. On fait des dilatations. Surtout, il y a des endroits où on ne sait pas très bien faire autrement. C'est compliqué. Donc, nous, ce qu'on fait, on fait des dilatations. Mais au bout de 6 ou 7 dilatations, on arrête parce qu'on sait qu'après, surtout si on fait 20, 30, 40 dilatations, c'est là qu'on a un risque de cancer parce que c'est le traumatisme de la dilatation qui crée des anomalies cellulaires et qui fait le cancer. Donc, nous, au bout de 6 ou 7 dilatations, si la sténose, elle revient, on remplace l'œsophage par le côlon. Mais on met le côlon, on le met derrière le sternum, on laisse l'œsophage en place. Donc, comme ça, on a beaucoup de malades qui ont des rétrécissements de l'œsophage, avec des œsophages qu'ils ont gardés pendant 20, 30, 40 ans. Il n'y en a aucun qui a fait un cancer de l'œsophage. Donc, encore une fois, ce n'est pas le fait d'avoir bu le caustique qui fait le facteur de risque de cancer, c'est le fait d'avoir un rétrécissement et de dilater sans arrêt, de titiller la zone, comme ça, on sent des dilatations. C'est ça le problème avec le caustique. Mais on vous fera un beau cours sur le caustique aussi bientôt. Vous allez voir, c'est intéressant aussi, ça. Si vous voulez. OK. D'accord. Y a-t-il d'autres questions, s'il vous plaît? S'il vous plaît, professeur Katan, avez-vous des questions sur le bas de page, l'écran? C'est pour moi la question. Qu'est-ce que vous dites? Oui, j'ai demandé si vous avez des questions sur la conversation. Non, moi, je trouve que c'est bien, là. Vous étiez nombreux, là. C'est super, hein? Il y a des questions là-bas sur la discussion, des questions par message. Non, là, il n'y en a plus. Oui, s'il vous plaît, est-ce que vous avez des questions? Moi, je n'ai pas de questions. Oui, attendez, s'il vous plaît, je réactive le micro de tout le monde. J'ai réactivé le micro de tout le monde. Alors, nous sommes presque à la fin de notre formation. Dans la première formation. Vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Quelles sont vos différentes impressions concernant cette formation? Monsieur Joseph, à vous la parole. Monsieur Chom, vous avez la parole. OK. Vous m'entendez? Oui, vous l'avez bien. Ouais. OK. C'est pas une préoccupation concernant, c'est pas une question en fait, mais c'est une préoccupation. Est-ce que vous savez très bien qu'il y a des spécialistes qui participent, il y a aussi des étudiants, mais aussi des généralistes, médecins généralistes. Ouais. Est-ce qu'il y a moyen que nous puissions avoir un support d'une manière ou d'une autre, que nous puissions nous trouver un support? Ça va nous aider à bien revoir
viens revoir. Attendez une seconde, parce que ça coupe, il y a du bruitage partout. Je crois que j'ai compris la question, que vous voudriez un support. Un support. En fait, là, vous m'entendez? Oui, très bien. La question sur le support, je n'ai pas tout compris. Je comprends un peu, mais pas tout. Vous vouliez qu'on fasse comment? Tout ce que vous voulez, moi. Vous voulez que je vous envoie Oui, le attendez, diaporama ou des articles, quoi? je vous mets en contact avec la personne, s'il vous plaît. Il ne faut pas qu'il y ait tous les micros. OK. Oui, mais c'est Jeff Chomba, vous avez la parole. Allô, vous m'entendez? Oui, là, je vous Oui, entends très bien. bien. Ouais. OK, merci beaucoup, monsieur le professeur, pour les cours. Mais je voulais juste soulever que il y a plusieurs participants, entre autres les spécialistes déjà, ceux qui pratiquent déjà, mais il y a aussi des généralistes, mais aussi les étudiants. C'est pourquoi je voulais, si vous pouvez nous disposer aussi un support, ça va nous permettre de revoir et revoir les cours afin de bien sûr. le maîtriser. Tout ce que vous... Mais c'est un peu la difficulté de l'exercice, c'est que ça s'adresse à plusieurs catégories, mais en même temps, c'est bien, je trouve, que tout le monde soit ensemble comme ça. Et après, je peux vous envoyer, et on peut vous envoyer aussi Ce que je peux vous envoyer, moi, c'est les diapositives. Et puis aussi, il y a toutes les recommandations, mais on les trouve assez bien sur Internet, notamment en termes de cancer, il y a les thésaurus de cancérologie digestive là, de la Société française d'oncologie digestive. Là, c'est très bien fait. Et donc, je vais Oui, les envoyer au club Substance Grise si vous voulez. Elle vous les diffusera et le diaporama, il est à votre disposition. d'accord, merci. Merci. Avec plaisir. Et j'espère que pour les généralistes ou les étudiants, ce n'est pas trop compliqué comme j'ai fait. Après, si c'est trop simple, les spécialistes, ils vont s'embêter aussi. C'est compliqué. Exactement. OK, d'accord, merci. Après, Merci. nous, on vient. Ouais. Après, encore une fois, quand on va venir, là, nous, on va venir avec Mireille Calombo et tout ça. On peut refaire des cours sur place, refaire le même cours, discuter avec vous, tout ce que vous voulez. Ça Pour marche. approfondir le sujet, tu vois, à ce moment-là, quoi. S'il vous plaît, oui, je donne la parole au docteur Bolenga Alexis. Docteur, vous avez la parole, vous avez un mot à dire. Docteur Bolenga. Docteur Bolenga, vous avez la parole. Mais il a le micro. Alors, merci. J'avoue que je me suis connecté en retard parce que je n'avais pas le lien, donc j'ai presque pas suivi la communication. Mais après, je loue quand même l'initiative. Je suis oncologue médical à Brazzaville, donc je loue quand même l'initiative que les collègues de Kinshasa et de Saint-Louis, puisque j'ai aussi fait FFI à Saint-Louis en 2016 avec le professeur Kuline. Ah ouais. Donc, voilà, c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup on ne gérait pas l'onco-digestif au départ dans le service de Culine. Et donc, bon, je vois que le Saint-Louis a quand même des chirurgiens digestifs qui font de l'onco convenablement. Et donc, je partage au fait cette initiative pour pouvoir échanger avec les autres sur les pratiques et les nouvelles recommandations actuelles sur l'onco-digestif. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire et j'espère que demain, je me connecterai à temps pour pouvoir suivre les communications convenablement. Merci. D'accord. Merci beaucoup, ça Avec marche. plaisir. Mais du coup, pour le Ça marche. docteur Alexis, pour Alexis, en fait, maintenant, la chimiothérapie, c'est les oncologues, c'est les gastro-entérologues qui font l'oncologie digestive. C'est plus tellement Culine et tout ça. Donc, mais c'est Aparicio, il s'appelle. Je ne sais pas si vous le connaissez, il fait très bien. Oui. Il est disposé à faire des cours aussi, ça l'intéresse beaucoup. Donc, on peut faire une autre session après d'oncologie comme ça et voilà. Et Ouais, après, ça serait pour avec plaisir. Et on peut se visiter, nous, quand on vient venir vous voir à Brazzaville, avec plaisir. Hein. OK. Demain, il n'y a pas de connexion parce que vous avez dit demain, c'est dans 15 jours ou je ne sais pas, mais demain, il n'y a pas de cours. Hein. Parce que vous avez dit, je me connecte demain. Demain, ça veut dire plus tard, une autre fois alors. Apparemment, demain, il n'y a pas de cours, donc dans 15 jours. Ouais, c'est dans 15 jours. Ben, il a le programme Jawed, là.
D'accord, Donc, ok. je vous Mais enverrai le programme. je demanderai Ok, le merci, programme, comme ça je serai docteur attentif. Alexis. Après, il y a des cours sur Merci. il y a des cours sur le cancer colorectal qui sont très bien faits parce que c'est le professeur Majori qui connaît très bien le sujet. Et il y en a une autre qui s'appelle Diane Goéré qui fait l'oncologie des métastases, la carcinose péritonéale, les métastases hépatiques. Elle connaît très bien aussi l'oncologie. Donc, Ouais. vous êtes là, vous pourrez aussi argumenter avec elle. Et pour l'enseignement de tout le monde, c'est bien, quoi. S'il y a de D'accord. l'interaction comme ça, c'est bien. Merci. Allez, c'est moi. Merci. D'accord. Monsieur docteur Claude, vous avez la parole. Docteur Claude Mwamba. Claude Mwamba, vous avez la parole. Docteur Claude Mwamba, vous avez la parole. Mais Claude Junior Mwamba, il a le micro coupé, hein. Claude Mwamba. Oui, j'ai réactivé son micro. Claude Mwamba, vous avez la parole. Docteur Claude Mwamba, vous avez la parole. Et merci, docteur, pour la parole. Merci, docteur, pour la parole. Ouais, pardon. J'avais eu un petit souci de connexion, ce qui fait que je n'ai pas participé du début jusqu'à la fin. Il y avait des petites interruptions. Bon, j'avais une préoccupation, mais vu qu'apparemment, on n'est plus à l'étape des questions. Je ne sais pas si vous n'avez pas eu vous permettez que je le temps revienne de... à ça. Ou... Ouais, allez-y, allez-y. Moi, j'ai Oui, le temps. vas-y. Là. J'ai tout le temps. Oui, j'ai une Oui, préoccupation, c'est par rapport à l'usage des IPP et la survenue des cancers digestifs. Selon certaines littératures, les IPP favoriseraient la survenue de ces cancers. Bon, je ne sais pas si on peut avoir de plus amples explications par rapport à ça. Ah non, moi, je ne pourrais pas vous en donner. Ça, c'est une question de gastro-entérologue. Là, je ne peux pas vous dire. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait des gastro-entérologues de Saint-Louis qui se connectent aussi pour vous répondre à ce genre de questions-là. C'est comme les carcinoïdes de l'estomac et tout ça. C'est des questions un peu... Je ne peux pas vous dire. Moi, ce que je sais, c'est que les malades, on leur en donne sans avoir cette d'accord. peur de cancer digestif. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Désolé, hein, mais on répondra à la question une autre fois avec un spécialiste. Mais là, je ne peux pas vous dire. D'accord. Docteur Atem OP, Devra... vous avez la parole, vous avez un mot à dire, docteur Atem. Docteur Atem OP, vous avez à dire. Docteur Atem OP, vous avez la parole. Docteur Atem OP, vous avez la parole. Et là, le micro, il est coupé aussi, non? Oui, j'ai réactivé son micro. Docteur Atem, vous avez la parole. Oh là là, son micro ne marche pas. Docteur Dickens, Dikete, vous avez la parole. Docteur Dickens? Allô? Docteur Dickens, vous avez la parole. Docteur Dickens, vous avez la parole. Ok, il n'est pas connecté. Sinon, nous sommes quasiment à la fin de notre première séance concernant le cancer oesogastrique. Et j'espère que tout le monde a eu le temps de comprendre de manière générale ce que c'est l'importance de ce sujet. Le professeur a eu le temps de balayer, de mettre noir sur blanc concernant cette thématique. J'espère que ce n'est pas la première fois pour qu'on puisse organiser cette séance. Cher professeur, il y a des gens qui m'écrivent en privé. Est-ce que c'est votre dernière séance de partager avec nous ou bien on peut aussi organiser avant le 15e jour quelque chose avec vous? Avant 15 jours? Oui, avant 15 jours, avant le 26.
Ben, vous voulez quel genre de choses? Des cours, vous voulez dire? Oui, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas pu se connecter à temps et j'aimerais encore vous écouter, Ah, surtout sur les refaire le mêmes même. sujets. Oui, le même au Ouais, courant de la ben, semaine. je vais essayer, d'accord, avec plaisir. Mais du coup, il faut que. Ben, on va se connecter, on va s'appeler au téléphone pour voir comment sur l'agenda, si vous voulez. On essaie la semaine D'accord, prochaine. Attendez, je vais regarder, mais parce que je ne peux pas faire tout en même temps, là. Attendez d'accord, ça une marche. seconde. Attendez une seconde. On va faire comme ça, comme ça. Je vais regarder maintenant. Attends. Et là, on a un meeting la semaine prochaine, justement, pour quand on va venir. Ben, on peut faire la semaine prochaine à 17 h. Semaine prochaine à 17h. Mais Quel il faut jour? oui, mais il faut qu'il y ait, ce que je veux dire, il faut qu'il y ait un peu autant de monde parce que sinon c'est compliqué. Combien il y aura de personnes? Il y en a combien qui ne sont pas connectées? Pardon, s'il vous plaît? Il y aura combien de personnes que ça peut intéresser? Ce que vous faites, vous regardez combien il y a de personnes qui veulent le truc. Après, s'il y En a. principe, il y a une foule de personnes qui devaient se connecter aujourd'hui, mais il y a eu un problème de. Ils ne savent pas comment manipuler leur Zoom. Donc, ils sont nombreux, ils m'écrivent en privé pour. Ouais. Ils se pernichent beaucoup. Donc, il y a vraiment un monde. On va voir comment les récupérer facilement. Et j'espère que tout le monde va participer encore. Là, je vais mettre mon mail en copie parce qu'il y a des gens qui voudraient mon mail, donc je vous le mets. Et puis, on fait la semaine prochaine, OK? Pas de problème. Quel jour? Attends une seconde. Certains lundi, mercredi. Ben, merde. Attends, ça ne marche pas ce truc-là. Ça, je dirais. Attendez une seconde. Ça ne marche pas, ça. Vous pouvez mettre, je vais vous envoyer, vous leur donnerez mon adresse mail s'ils ont des questions. Moi, c'était le mercredi prochain, le 19 à 17 h, pareil. Ça vous va? D'accord. Ça va. C'est bon, c'est bon. On fait Sinon, comme... merci beaucoup. Merci, ça nous va. Allez, c'est bien. J'espère que pour la prochaine fois, la plupart des gens, beaucoup de gens se connecteront. Parce Ouais. qu'aujourd'hui, il y avait des problèmes de connexion. J'espère que prochainement, ils seront tous là. Allez, avec plaisir. OK, donc on fait comme ça. OK. D'accord. Allez, au revoir tout le monde. Attends, au revoir. Allez, bonne semaine, à bientôt. Alors, au revoir. OK, merci à vous, pareillement. Merci. Ok, merci. Merci. Bye bye. 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 Bye bye. Bye bye. Merci. Bye Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, cher maître. C'est bien terminé.